Bartoli, si vous voulez bien venir tous les deux, et Franck Ginisti, que nous poursuivons notre questionnement sur la pertinence et les enjeux des institutions potentielles dédiées cette fois à la diplomatie des peuples de l'eau. Ils incluent aussi bien le peuple montagne, le peuple rivière, le peuple saumon ou le peuple triton. Nous allons voir ensemble comment ces peuples sans État-nation sont des peuples dans tous leurs états, des peuples hybrides, des peuples chimères, constitués d'humains et d'autres qu'humains, qui tous habitent, se côtoient et sont en interdépendance dans leur milieu de vie. C'est en cela que dans un premier temps, nous verrons en quoi ils sont des diplomates. Puis nous reviendrons sur la question de la personnalité juridique des entités naturelles et plus spécifiquement des rivières, pour aborder ce qu'on nomme les institutions potentielles, ou si l'on préfère, les fictions instituantes, relatives au peuple de l'eau. Ces institutions interspécifiques ont vocation à porter les voix des diverses entités, montagnes, cours d'eau, forêts, faune et flore, qui sont les agents essentiels de la vie, en l'occurrence celle des rivières. Le temps qu'il faut, ces institutions sont prospectives, tant elles prennent tout leur temps, le temps qu'il faut pour arpenter, enquêter, repérer, traduire, prendre soin, voire restaurer. Elles s'installent et agissent au plus près des corps territoires collectifs qui vivent et se meuvent dans ces milieux de vie. Ce sont des écofictions qui se nomment Conseil diplomatique des bassins versants, dont David va pouvoir nous parler et qui va être créé à Genève, au bord du lac Léman, où elles se nomment Parlement de Loire, du Rhône, de la Creuse, où elles se nommeront peut-être un jour Parlement de Risle, selon l'avancement des dispositifs d'enquête, de partage et d'éco-narration que Franck Ginisti met en œuvre en Normandie. Car ces institutions naissent de recherches dont la nature est aussi scientifique, anthropologique, sociopolitique qu'artistique et esthétique. Il est intéressant de rappeler que l'institution Conseil de la rivière Matuara, Fitzroy, a été créée en 2018 en tant qu'alliance d'anciens autochtones de 7 nations aborigènes indépendantes pour garantir que cet être vivant, la rivière donc, soit protégé pour toutes les générations futures. C'est un excellent exemple pour approcher les contours des peuples de l'eau qu'on ne peut qu'appréhender en abandonnant la classique notion de frontière pour entrer dans la logique biencentrée des bassins versants qui vont eux-mêmes permettre de passer de la notion de milieu à celle de milieu de vie. Depuis le point de vue de la rivière, ce sont toutes les circulations et les échanges entre eux, la terre, le ciel, les pluies, la météorologie qui sont impliqués. Deux fleuves m'ont porté quasiment mes 50 ans, Loire, et il s'avère aussi que de côté familial, d'où mon nom, Bartoli, je suis aussi corse, et je suis du Tasignan, et du Tara. Donc deux fleuves, effectivement, j'ai pu côtoyer en Corse. Ça veut dire aussi qu'effectivement, ce dont il faut simplement se rappeler quand on dit peuple de l'eau, il ne faut pas aller non plus loin, même s'il va falloir réinventer nos institutions, mais les peuples tout simplement humains ont toujours été des peuples de l'eau. Il faut toujours être à côté de l'eau, vivre avec l'eau, pour tout simplement vivre et survivre. Donc là, c'est vrai qu'on peut parler, on verra bien si on parle de commun et à quel titre on parle de commun. C'est vrai qu'à travers le Parlement de Loire, quelque chose s'est joué entre le commun tel qu'on nous parle, dont on nous parle souvent, c'est-à-dire dans le cadre traditionnel, on va dire politique moderne. Vous savez qu'on a, dans la pratique politique moderne, on va dire que l'espace juridico-politique a fait une division claire et nette entre les objets et les sujets. Les sujets de conscience sont capables d'agir sur les objets.
Dans le droit, on appelle ça chose-personne. C'est quand même aussi important de repenser aussi chose-personne. Pourquoi? Parce que les choses, c'est des objets qui peuvent être plus que des objets, qui peuvent être des relations, qui peuvent être un milieu. Et puis les personnes, c'est pas simplement un individu. Une personne, ça se construit. Une personne, ça s'invente. Il n'y a pas quelque chose de naturel à être une personne, ni biologique. Donc ça, c'est important. Et donc, quelque chose s'est passé à travers effectivement le Parlement de Loire, c'était de dire les communs, c'est une chose, de garantir les communs, mais très souvent, on avait encore l'idée que les sujets humains garantissaient le commun encore comme des choses, c'est-à-dire comme extérieur et souvent désanimé. Il fallait le protéger, puisqu'on savait que c'était sans ça, par exemple sans eau, sans bois, sans air, sans les animaux sauvages, hein, souvent c'est ce qu'on appelle les res communes, c'est-à-dire les conditions de la vie, eh bien on ne vit pas longtemps, tout simplement, on ne vit pas, un humain ne vit pas. On ne vit pas parce que justement c'est toujours la nature qui nous irrigue, mais plus que ça, on ne vit pas parce que depuis peu on sait qu'on est aussi nous-mêmes déjà colonisés par plein de bébêtes, hein, qu'on ait des choses dans le ventre, des bactéries et toute une flore, et on cohabite toujours avec des choses qui nous traversent. La question de la politique moderne, c'est de dire non, nous sommes des sujets individués où le corps et la membrane extérieure fait une coupure nette entre l'extérieur et l'intérieur. Ce qu'on appelle la nature et le lieu politique des usages humains, ceux qui décident sur la nature. Et donc là, il y a quelque chose qui bouscule nos représentations avec effectivement le Parlement de Loire, quand il s'agit de se dire, au fond, si Loire est un milieu de vie, non seulement on y est inscrit, c'est-à-dire moi je suis ligérien, je suis inscrit dans la Loire, je bois la Loire, mais peut-être même que je deviens un habitant avec les autres qu'humains. Et là, c'est un milieu de vie vivant. Je suis un habitant au sens plein du terme. J'habite le lieu parce que le lieu m'habite, parce que le lieu me traverse, organiquement, biologiquement, mais c'est aussi des récits, c'est une famille. Moi, ma famille, elle était là, voilà quoi. Et puis il y a d'autres récits aussi derrière. Donc ce qui est intéressant, c'est ça. Alors qu'est-ce qui passe? Et bien, quand effectivement, et là c'est une chose importante, quand l'espace politique moderne a été bousculé, elle a été bousculée par une chose, c'est qu'effectivement, au courant des années 80-90, en Amérique centrale et du Sud, est née toutes les luttes effectivement autochtones, et bien sûr en Australie aussi aborigène, et ces luttes autochtones, c'est de dire, on nous a toujours confisqué la parole, on nous a invisibilisés là où l'on habite. Non seulement les hommes, mais pire, tous ceux qui ont été invisibilisés, dont les femmes. Et il ne faut pas aller loin non plus, les femmes de paysans dont je viens ont été elles-mêmes invisibilisées, puisque les femmes n'ont pas le droit d'être une paysanne en tant que telle. Elle est la femme d'eux. Pareil pour les enfants. Le grand frère de mon père a hérité effectivement des biens, et puis si vous êtes le deuxième, il n'en reste pas beaucoup, et puis mon père est le troisième, il n'en reste plus. Donc, exode, obligatoirement d'exode, tu n'as plus de terre, ou tu n'as plus de lieu pour vivre, et donc tu pars dans les villes travailler. Ma mère, en tant que femme corse, on lui dit maintenant tu n'as plus d'avenir ici, et elle se sent, 68, elle dit en tant que femme, il faut que je parte de Corse, aller sur le continent, comme on dit, pour simplement vivre une femme dont les coutumes doivent se libérer. Et donc elle s'exile. Donc je viens en même temps voilà, de père exodé, d'une mère exilée, et ça aussi, ça dit qu'est-ce qui fait qu'on appartient à un lieu. Aujourd'hui, on se pose toute la question. Donc il faut réinventer. Et donc, il faut réhabiter un lieu. Hein, c'est pas déjà tout fait. Et donc, qu'est-ce qui est important avec Loire? C'est, vous savez, on nomme le Parlement de Loire, et pas de la Loire, de façon à ce que, justement, Loire devienne un sujet, devienne un milieu de vie vivant, et qui a sa propre, comme dirait Latour, hein, quand on l'interrogeait, la Loire a sa propre allure, elle a ses propres vies, elle a son propre régime d'être travaillée par les habitants qui sont dessus. Et c'est là où on voit la différence entre ceux qui viennent à Tours en TGV
pour vivre en pendulaire avec Paris, par exemple, ou eh bien, il faut apprendre à ne plus simplement résider à Tours, mais à habiter Tours, puis à habiter la Loire, puis à être habité par la Loire. Et à ce moment-là, il faut inventer une institution de Loire pour que Loire puisse être un vrai sujet dont on est les garants. Donc c'est ça l'idée du Parlement de Loire. Comment imaginer que le milieu de vie soit sujet, et nous-mêmes, n'étant pas simplement des sujets humains ou des personnes humaines, mais des sujets plus qu'humains, et ce qu'on appelait dans le livre, on devient des personnes terrestres. C'est-à-dire qu'on habite avec tous ceux dont on est interdépendant, et sans les autres, on ne vit pas. On ne vit pas. Et donc il faut complètement inventer les institutions qu'on appelle terrestres et qui ne sont plus liées à la modernité. Le biorégionalisme, en quoi c'est une notion à partir de laquelle tu travailles? Pourquoi le biorégionalisme? Parce que c'est une relation à une entité géographique qui fait du sens pour nous. Et donc, il y a plein de choses qui sont sous-tendues là-dessus, parce que pour être dans le relationnel, effectivement, ce qui nous permet d'avoir des relations, c'est parce qu'on est au clair avec nos émotions. La capacité d'un individu à faire des choix plutôt éclairés, d'être dans une santé mentale, un bien-être, qui lui permet d'être créatif, etc., c'est avant tout l'intelligence émotionnelle. C'est ce que nous donne à voir. Et effectivement, ce lien avec un milieu et une géographie réinstitue, provoque, finalement, à un moment donné, des émotions, un état d'être émotionnel, et donc, on construit un milieu, un sens. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, finalement? Et le bassin versant, mais en Normandie, d'où je viens, on a aussi des gens qui réfléchissent pas avec simplement le bassin versant. Il y en a, c'est la zone de butinage de la veille. On a encore la chance à Caen d'avoir une prairie qui est un commun, et ils sont en train de travailler, se dire, la prairie qui est un commun, comment ça peut faire sens? Mais parce que, du coup, il y a de l'émotionnel, il y a du relationnel très fort qui est présent. Et donc, ce qui est très inspirant dans le biorégionalisme, c'est effectivement de retrouver ça, retrouver ce sens-là. Ça veut dire que si on travaille effectivement sur cette approche relationnelle, cette écologie de la relation que jusqu'à présent on a un peu occultée dans notre représentation dualiste, finalement, ou moderne pour certains, eh bien on voit bien qu'on est en train de travailler. Et le milieu, le bassin versant, une prairie, une zone de butinage sont de cet ordre-là, sont de l'ordre relationnel. Alors effectivement, c'est pas une géographie, c'est pas la carte, c'est pas le territoire, ou en tout cas si c'est le territoire, c'est un territoire de nos relations qu'on est en capacité de gérer. Je pensais à une phrase d'Isabelle Stengers qui dit « Il s'agit de réinventer des coutumes, mais une coutume n'est pas censée se réinventer, c'est censé être hérité de façon immémoriale. » Alors je voudrais qu'on parle de la géomémoire. Alors c'est un élément effectivement qu'on a évoqué dans l'ouvrage. Alors je vais simplement revenir sur la question de biorégionalisme. Effectivement, ce qu'il faut repérer, c'est que biorégionalisme, bio, ne correspond pas à la question simplement biologique d'un territoire. C'est pas simplement un naturalisme, mais justement c'est une manière de réhabiter, autant effectivement dans la faction imaginaire que dans son corps. Et donc on appelle ça des pratiques réhabitantes. Et même des gens qui vivent dans un milieu, quand il faut faire face à la question de la faim, ou comme en Corse, on est dans une situation, mais il faut même coutumièrement changer les dynamiques de vie. Entre autres, justement, jusqu'en 1945, ma grand-mère, par exemple, vivait sur le Tave, justement, avec ses bêtes. Donc, on avait un village à la mer qui s'appelait Tassinka, et un village en montagne, Tassou. Et donc, elle faisait la transhumance. Le fascisme arrive, bien sûr qu'il ne reste pas sur les côtes, et on habite en montagne. C'est pour dire aussi que la coutume fait avec l'histoire. On a eu souvent tendance, dans le domaine encore moderne, à vouloir mettre du côté coutumier, vous savez, un peu les gens un peu primitifs, autochtones ou paysans, soi-disant pour ceux qui justement ne savent pas s'adapter, ceux qui ne savent pas se moderniser. C'est pas ça la coutume. Une coutume, c'est travailler dans le temps et faire justement avec les accidents de la vie, avec des moments historiques graves ou avec des moments climatiques qui demandent simplement à changer de territoire ou à trouver du nomadisme. De toute façon, aujourd'hui, c'est ce qui va nous arriver. On va être forcément des peuples de migration, obligatoirement, avec ce qui va nous arriver.
Donc pour revenir à la question de la géomémoire, c'est de dire au fond, on a souvent fait un clivage, vous savez, entre l'histoire et la préhistoire, la question de l'écriture. Heureusement, certains qui travaillent dans des domaines effectivement de paléontologie et autres ont remis en question ce clivage. Non, l'histoire, c'est une certaine façon de s'inscrire dans un lieu et que le lieu peut être un motif d'inscription. Donc la question pariétale, il n'y a pas de souci. On pense aux éléments pariétaux, donc il y a moins 20 000 ans. Je rappelle que moins 20 000 ans, c'est justement avant la période dans laquelle soi-disant on est, qui est l'Holocène. L'Holocène, on dit moins 16 000, moins 18 000. Moins 20 000, c'est juste avant. C'est au moment où il a fallu trouver de semi-nomadisme. Et donc ça veut dire que non seulement il faut repenser la question, on n'est plus dans les grandes coupures, l'écriture, les premières cités, les premiers lieux de céréales. J'y crois pas souvent à cette première fois. Non, il y a toujours des manières de reconsidérer nos manières d'appréhender l'espace et le temps. Il faut des techniques de réhabilitation, des nouveaux récits, et on recôtoie des fois les lieux, ou alors on les abandonne, on repart sur autre chose. Et les coutumes, c'est pas quelque chose de... l'immémorial, c'est quoi? L'immémorial, c'est de savoir qu'on est déjà inscrit dans un milieu de vie avant même qu'on y mette les pieds. Et là, je suis assez aussi sensible à la réhabilitation biorégionaliste. Beaucoup étaient soucieux de savoir où ils mettaient les pieds. D'abord, parce que les paysans locaux qui étaient devenus des bons blancs les accueillaient pas forcément, mais surtout, ils étaient conscients que là où ils mettaient les pieds, il y avait eu des génocides avant. Il y avait les Indiens. Je rappelle même celui qui a été, je pense à Jackson Pollock, je ne sais pas si vous voyez le peintre, et celui qui danse par terre. Vous savez pourquoi il a dansé sur ses peintures? Parce qu'il a dansé la mémoire des Indiens, qui eux s'inscrivaient dans les temps longs, qui s'inscrivaient dans une géomémoire, c'est-à-dire où c'est la mémoire de la terre dans laquelle l'homme s'inscrit. Donc c'est la mémoire humaine augmentée à la mémoire de la terre. Et ça, c'est ça qu'il faudrait aujourd'hui reprendre comme chantier. La question de dire aussi mémoire, c'est quoi? C'est de se dire effectivement, une mémoire, ça se réinvente. Par contre, à la différence des modernes, il n'y a pas de tabula rasa. Les modernes, c'est make it new, très bien, j'aime bien faire du nouveau, mais des fois, place nette. Il y avait des Indiens, il y avait des Amérindiens, on les génocide, c'est pas grave, on met des buildings, on repart à zéro. Voilà, et donc les fascismes aussi, comme en Italie, on voulait raser quasiment Rome pour repartir à zéro. Donc la question là, c'est comment réapprendre à vivre dans des temps longs. Et là, effectivement, je repense au Parlement de Loire, vous savez, il y a eu deux, au moins, je dirais, référents majeurs, qui ont été la question de l'Équateur et la Bolivie pour les droits de la terre-mère. Enfin, on met Détroit pour la Terre comme nouvelle autorité, et qui n'est pas simplement anthropocentrée, l'humanité. Et la deuxième, c'est effectivement avec le fleuve Montgomery et les Maoris, dont effectivement, un des mots qui est effectivement cette inscription de géomémoire, je suis la rivière et la rivière est moi. Non seulement la mémoire humaine s'inscrit dans la mémoire de la Terre, et en plus, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, les attachements restent du milieu et on se sent appartenir au milieu. Et donc dans la géomémoire, là, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien effectivement, par rapport à la question du Parlement de Loire, la question c'est sur quel référent on porte nos institutions. Et comme tu l'as dit très bien, on essaie d'inventer des institutions pas que citoyennes, habitantes, parce que vous savez que les citoyens éliminent un nombre d'habitants sur place considérable, puisque les citoyennes françaises avant 1946 n'existaient pas, les enfants n'existent pas, certains polyhandicapés n'existent pas, la plupart des vivants non humains n'existent pas, l'eau n'existe rien. Enfin, en tant que citoyen, on peut autant dire que personne n'a le droit n'a de voix au milieu. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est redonner des voix à tout ce qu'on a tué, et avant tout, ceux qui ont tué ça, effectivement, comme le titre de David Abraham, Comment la Terre s'est tue, mais c'est une pratique politique, on tue, on invisibilise. C'est vraiment une politique de destruction. Ça, c'est une partie aussi. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est comment faire pour avoir des temporalités plus longues.
ne pas s'adosser au temps de l'État. L'État, vous savez, se prend pour cette espèce de grand léviathan sorti des monstres des eaux et se dit, vous en faites pas, je vais être garant de l'humanité. On construit des États de partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les habitants proposent leur liberté d'exercice de peuple à un État pour lui garantir en retour, se disant, la sécurité alimentaire, la sécurité... au fond, on voit bien que l'État ne nous a pas proposé ça, elle a proposé des guerres énormes. Deuxième chose, la nation. La nation, c'est quoi? À qui sont vos corps? Dans l'État-nation, nos corps appartiennent à l'État. Elles appartiennent à la nation. S'il faut faire avec des guerres, il faut faire des corps nationaux. S'il faut faire le Rhône en devenir un commun nationaliste et d'État, on fait force de la nation. Le Rhône, force de la nation. C'est ça le principe. Donc, comment ne pas être pris dans le gouvernement des États et des nations? Et donc, être plus qu'humain et pas que citoyen. Ça, c'est une donnée. Et bien, effectivement, dans le Wanganui, ils ont essayé de trouver 3 cercles de responsabilité pour penser des temps de différentes natures. Le premier, on est quand même historique et on doit vivre, je dirais, dans un temps court, c'est comment essayer de penser des dynamiques sur 10 ans. Bon, ben là, c'est des dynamiques courtes, de gestion vraiment minime, d'empreinte, je sais pas moi, touristique sur un milieu, d'empreinte justement de ne pas épuiser certaines ressources. Deuxième cercle, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur la question des 100 ans. Bon, la seule chose que j'avais un peu retenue de la COP21, c'était ça. Si nous avons une responsabilité aujourd'hui, on le verra dans 100 ans. La première fois que j'entendais que dans la politique moderne, on nous donnait autant de temps. Voilà. Et plus on nous a donné ce temps, et plus vous avez vu ce qu'on a fait avec les COP21 jusqu'à maintenant. Et ce qu'ont fait les États-nations. Nous enlever ce temps-là. Dans 100 ans, on verra bien ce qui se passe. Et enfin, pour qu'on s'inscrive effectivement non seulement dans les grandes forêts, mais dans les eaux, dans les glaciers et dans les montagnes, on est sur des temps terrestres. Et là, effectivement, on est dans ce qu'on appelle l'Anthropocène, l'Holocène, des temps très longs, c'est-à-dire de 10-15 000 ans. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il faudrait nous réapprendre à vivre sur 10 ans, 100 ans, et peut-être sur 10 000 ans. Eh bien, c'est vrai que c'est ça qu'on nous permet, effectivement, quand on est pris dans une politique des cycles de l'eau, serait d'écouter ces 3 temps-là. Et donc, à un moment donné, de trouver des autonomies de vie, des autonomies d'exercice, et à ce moment-là, on réinvente nos institutions. Il a bien fallu inventer le tiers-État pour inventer nos institutions démocratiques. Le tiers-État aujourd'hui, l'invisibiliser, c'est les êtres de nature. C'est les milieux de vie. C'est celui-là, le nouveau tiers-État. Et à ce moment-là, c'est eux qui viennent dans le monde des affaires humaines, dans nos politiques modernes, et c'est eux qui doivent retemporaliser le temps de nos intérêts. Et là, les intérêts, on voit bien qui confisque notre rapport au monde. Donc voilà, la géomémoire, c'était cette réinscription des temps longs et trouver des dynamiques. Et ça revient effectivement à ce que tu disais sur le biorégionalisme. Le biorégionalisme, c'est pas simplement s'inscrire dans une région, c'est véritablement de faire de cette région une nouvelle temporalité d'exercice, avec tout ce que ça demande de difficultés quand on est, je sais pas, néo-ruraux, quand on veut réhabiter même un milieu de vie, quand on veut voir avec ceux qu'on a détruits, ce qu'on appelle des devoirs de mémoire ou des justices restauratives, il y a tout un travail à faire. Et bien là, c'est ça qui fait qu'on peut se donner les moyens d'inventer des institutions locales. Camille de Toledo faisait en fait une différence entre la communauté et le peuple. Il disait une communauté se distingue d'un peuple par la capacité qu'elle se donne d'instituer une autorité en lieu et place de celle qui lui est imposée de l'intérieur. Ce faisant, elle peut transformer sa puissance instituante en puissance destituante. Qui est le peuple de Loire? Peut-on retrouver les formes d'attachement au territoire à l'instar du peuple kanak dans les îles Loyauté ou maori en Nouvelle-Zélande pour désigner des justes et légitimes gardiens du fleuve? Bon, on voit très bien la controverse qu'il y a eu en disant effectivement les Maoris ont un attachement ancestral à leur terre, ce qui n'est pas le cas de l'évolution du rapport à la nature qu'on a eu ici en Occident. Alors je voulais poser la question à Franck. À partir de ça, est-ce que tu veux dire qui est le peuple de Rille, par exemple? Alors absolument pas. Déjà.
Parce qu'effectivement, c'est qui parle. Quand on dit nous, Loire, nous, Rhône, nous, c'est qui? C'est quoi? C'est-à-dire que qui parle quand on dit je suis Loire, ou nous sommes Loire, ou nous sommes autochtones. Autochtones, on voit bien, c'est des choses, voilà, c'est la Nouvelle-Zélande, on nous parle de la Nouvelle-Zélande, on nous parle du Brésil, un peu les Amérindiens, mais c'est curieux parce qu'on ne parle pas non plus ni des Indiens, ni du Japon, ni quoi que ce soit. Donc, voilà pourquoi je te réponds, je ne sais pas. Parce que, effectivement, on a moins d'antériorité que certains processus à l'œuvre, sur le Rhône, sur la Loire, et alors on s'est baladé un peu dans le monde entier, en passant par la Corse, voire même l'Espagne, ou encore la Colombie, voilà, pour n'en citer que quelques-uns. Et donc, nous, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est, voilà, tout à l'heure on parlait du biorégionalisme, on est inspiré, on n'est pas très loin de la Loire, puisque la ville, alors c'est pas une rivière, c'est un fleuve, hein, il se jette dans l'estuaire de la Seine, donc du coup l'espace maritime, donc c'est un fleuve. Déjà, là aussi c'est important, c'est quoi un fleuve par rapport à une rivière? Déjà comprendre ça, se dire qu'un fleuve, ça se jette dans la mer, dans un espace maritime, c'est ça la différence avec une rivière. Donc, ça c'est juste un petit... Et donc, puisqu'on se dit, mais qui parle et d'où? Eh bien, nous, on habite sur un bassin versant. On est inspiré par des logiques, par des anthropologues, par des approches, et nous, on se dit, waouh, super, c'est génial. Nous, on travaille sur l'accompagnement au changement de comportement, c'est brillant, ça nous parle, on comprend tout. Sauf que j'habite aussi sur un bassin versant, et l'idée, elle est de faire ensemble. Alors, on s'est dit, mais très bien, partons en enquête. Faisons de la recherche en commun, de la recherche créative. Allons-y, puisque ça a l'air fantastique. Par ce biais-là, on va changer nos rapports à l'autre, tous les autres, en passant aussi par une réflexion sur soi. Mais puisque soi, si on parle de soi, c'est parler avec les autres et de tous les autres. Alors donc, pour l'instant, nous, notre process, il est en cours. Et alors ce qui était très intéressant, et donc on est parti en enquête sur un bassin versant qui fait 140 km. Pour le situer, vous avez tous certainement entendu parler du Bec et Loing, soit parce que c'est l'abbaye, soit parce que plus récemment, c'est la ferme permacole de Pierre-Yves Gruyer. Voilà. Mais c'est aussi tout un... Voilà, c'était une des premières universités, l'abbaye du Bec et Loing, bien avant celle de Tours, voilà, d'envergure européenne. Les Italiens, c'est pas très loin de la Corse, traversaient déjà toute cette vallée de la Rhine pour aller notamment faire des échanges avec Oxford. C'est la terre de Guillaume le Conquérant, etc. Donc ce que je peux vous raconter, c'est comme toutes les civilisations, c'est un fleuve, donc c'est des moulins. Ça a commencé avec les moulins à blé, puis voilà, ça s'est développé, etc. Mais le peuple, pour l'instant, on est en train d'aller à la rencontre. Et peut-être qu'il n'y a pas de peuple de la Rhine. Par contre, on met en œuvre les processus qui vont nous permettre de faire narration, pas fiction. On n'est pas encore là, mais bien de collecter pour dessiner la géographie des relations encore existantes. Est-ce qu'il y a encore un milieu? Est-ce qu'il y a encore une esthétique, un sens du milieu? C'est tout ça qu'on va chercher. Et c'est ça qui était intéressant. Donc nous, on est parti sur... On essaye aussi de décaler notre regard, et pour décaler notre regard, finalement, on part sur l'oreille. Vous allez me dire, voilà, on part sur l'enquête sonore. Et qu'est-ce qu'on met en œuvre avec cette histoire de sonore? Et donc le premier protocole qu'on a mis en œuvre, c'est les récits éco-biographiques. Et là, l'idée, c'est pas de parler de nature, mais plutôt de rencontrer les personnes qui nous parlent d'une rencontre de nature, de même nature. Tout ça, donc on part dans des jeux photo-langagiers, éco-narratifs, voilà, où les gens vont pouvoir, dans un set de cartes, avec la thématique rivière, fleuve, bassin versant, pouvoir aller puiser dedans et nous dire, tiens, cette carte-là, ça c'est mon lien à la rivière quand j'étais enfant, quand j'étais ado, quand je suis adulte. Mais c'est aussi le lien de demain. Et c'est quoi le lien de demain? Ça, c'est super intéressant. On a commencé à faire milieu, et puis là, on est déjà en train d'aller chercher demain. Et qu'est-ce qui fait que demain, cette carte-là que j'ai choisie, qu'est-ce qui ferait qu'elle se réalise? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est aussi de se dire, à partir de là, est-ce que ça vous dirait encore de continuer avec nous un peu plus loin et de devenir auteur d'une balade
sur le bassin et que vous nous racontiez votre lien au bassin, à la rivière, au bassin versant, parce que le bassin versant, c'est pas tout à fait la rivière. On l'a peut-être pas précisé, mais effectivement, le bassin versant, c'est l'endroit où toutes les eaux ruissellent. C'est une sorte de grande gouttière dans laquelle toute l'eau va couler pour former les rivières, les fleuves, les affluents, etc. Et donc, c'était important ça quand même, hein, de se mettre d'accord. Et donc, on leur propose de devenir auteur d'une balade significative pour eux, un arpentage qu'on va enregistrer, dont on va capter vidéo, sonore et plus y affinité. Donc ça, c'est sur le volet humain. Et on a dit, et tu l'as fort bien évoqué, c'est que le milieu, c'est plein de choses. Il y a des choses avec lesquelles, finalement, on interagit et c'est pas des humains. Donc du coup, on part aussi sur l'idée de faire des paysages sonores du film de recording. Voilà. Alors tout ça, ça va nous faire une sacrée matière et une des formes de restitution, parce qu'à un moment donné, quand on capte, c'est pour essayer aussi là, de donner à voir après, eh bien, dans cette captation, on a imaginé une cartographie collaborative, sonore, low-tech, basse techno, en appropriation collective, qui a vocation à retracer tout ça, un fond de carte très basique, du coup sur lequel on pourra aller cliquer et avoir qui un témoignage, qui de l'audio, qui une ambiance sonore, de l'ambiental, etc. Je vais rebondir un peu. Je fais un petit peu d'histoire. Parlement de Loire est né 2019, ça se conclut 2021. 21, qu'est-ce qui surgit justement cette idée que la Tour nous fait revenir. Très bien, vous voulez donner des droits à Loire. Est-ce qu'il y a un peuple? Waouh. Mais tout de suite, on réagit. Quelque chose dit, et c'est vrai que c'est quasiment propre à la Loire, comme je me suis présenté tout à l'heure, je suis ligérien. Je peux donc me nommer avec le fleuve et la rivière. Cette nomination fait déjà les prémices d'un peuple. Mais s'il fallait que je dise en gros 3 étapes pour devenir peuple, pour constituer un peuple, c'est pas simple, parce que d'abord, il y a des peuples qui se font étriquer et balayer et tuer, hein, donc on peut aussi perdre son peuple, ou on peut le soumettre à l'exil ou à l'exode. Donc un peuple, ça peut aussi s'effilocher, voire s'amoindrir, voire perdre. Il faut réinventer son peuple. Prenons le peuple de Loire. Je suis sur Blois-Tours, vous savez, ce qu'on appelle la vallée des rois. Donc ça a été tout simplement le berceau des rois qui ont mis l'État au centre. Versailles et Montpellier, et donc on ne peut pas dire effectivement qu'il y a un peuple de Loire. Il y a l'État, et depuis de nombreux siècles. Donc il faut l'inventer. Par contre, et c'est intéressant de dire qu'effectivement il ne faut pas penser Loire simplement comme un gros canal qu'on appelle fleuve, ça et là, en bas de l'Indre, ça et là, dans les chevelus de la Vienne ou de la Creuse, ou au-dessus du Mans, on sait très bien que nos anciens ont connu, je pense, la mare au diable, l'eau a toujours été le lieu de l'inconstance, comme les forêts, des métamorphoses dont les États se sont toujours inquiétés. L'inquiétude des États, c'est où on se cache dans les forêts et où ils fourmillent et ils zigzaguent avec les eaux. Et donc, il faut réinventer les peuples. Hein, c'est les moments où vous échappez à la domination et à la sanction de qui vous êtes. Et donc, 2021, la question c'est que Camille Nicolini nous dit c'est ça, avec effectivement le pôle des arts urbains, qui est une structure culturelle. On ne fait pas une communauté d'habitants et on ne fait pas un peuple avec. Donc, il faut se retrousser les manches. 2021, s'initient des assemblées de Loire. Donc là, on est déjà 6 structures minimum, plus des habitants à se structurer. À ce titre-là, moi, je suis intervenu puisque je suis dans l'Université populaire de Tours. L'Université pour la Terre. Et donc, on va petit à petit tisser. Là encore, il faut aussi arriver aux désillusions. 2021, une remontée de Loire pour aller vers Orléans, et on se rend compte que les gens qui sont ligériens disent de quoi vous parlez, c'est quoi ces droits, qui sommes-nous, qui vous êtes. Donc ça c'est vrai que c'est une question. 2021, merde, il faut se retrouver chez les manches. 2023, une grande remontée. Nantes, Orléans. Et là, il se passe quelque chose de nouveau. Donc effectivement, plusieurs embarcations de Loire, tous les soirs s'arrêtent sur les bars, convoquent des gens, et là les gens commencent à attendre les bateaux.
l'arrivée. Ah! Il commence à y avoir une attente, il commence à y avoir un peuple de Loire. Et je vous assure qu'il y a eu un truc aussi assez fabuleux, c'est Sophie qui l'a vécu, je n'étais pas là, mais au moment où il s'arrête à côté, un début de peuple de Loire commençait à germer, qui sont là depuis 500 ans, sur une île de 10 km de long, c'est autour de Chalonne, et c'est des gens qui, justement, parce qu'ils n'avaient pas le sou pour habiter sur les bonnes rives et sur les lieux stables, se sont mis comme nous, où des migrants iraient sur les îles pour habiter comme ils peuvent. Eh bien, un peuple est donc là depuis 500 ans, dont on ne sait même pas, sur une île, qui vivent avec la crue. Alors que nous, on s'en protège de la crue. Eux, ils la veulent. 2 ans sans crue sur Loire, c'était une détresse de solidarité humaine et de solidarité avec le fleuve qu'ils ont vécu. Parce que les maisons sont surélevées, parce qu'il y a un système de bateaux pour emmener les enfants à l'école, et ils vivent avec la crue, ils l'attendent. Ah! Et on était avec Bruno Marmiroli, qui dirige normalement la mission Val-de-Loire UNESCO, c'est sa zone, il ne le savait même pas. Vous voyez, quand on dit le patrimoine culturel naturel, on peut ne même pas savoir les pratiques vernaculaires ancestrales d'un lieu de vie. Et nos grands-parents aussi, moi j'ai fait, pour faire le livre, j'ai fait 6 mois dans le Bas-de-l'Indre, pour voir effectivement pourquoi vers la Creuse-l'Indre, il y avait des types de réhabilitation de type régionaliste, de type pratique réhabilitante. Qu'est-ce qui se passe dans ces milieux-là? Comment on se réinvente? Donc moi j'avais envie de voir ce qui se passait là-bas. Mais il se passe des choses. Mais dans le dos, effectivement. Et donc voilà comment ça se construit. 2023, commence à y avoir cette germination de sous le sol assuré des États, des rois. Au fond, il y a plein de pratiques vernaculaires. Il y a effectivement des médecines populaires ou des médecines communautaires qui réémergent, parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'État est en train de désertifier, et vous savez pourquoi il désertifie? Pour tout simplement faire du zoning. Là où vous ne serez pas, vous ne pouvez pas combattre sur votre lieu pour tenir votre forêt, tenir votre eau, tenir ces animaux. Alors il vous dit dégagez, on ne va pas vous faire vos trains, on va pas faire vos trains, on vous enlève vos maternités, on vous enlève vos écoles. Pas de problème. Et eux, ils vont faire encore de nouveau de la plantation, on va faire de la captation d'eau pour des projets d'État ou des projets, même pire en ce moment, du capitalisme le plus... Et donc c'est ça. Et donc depuis 2023, effectivement, on réinvente quelque chose. Donc ce peuple, il faut le faire germer. Hein. C'est ça qui est important. Je pense que le peuple n'est pas, effectivement, n'est pas quelque chose de constitué. Pour autant, là je reviens sur une notion fondamentale aussi de la politique moderne. Je suis corse, par ailleurs. Est-ce que je suis peuple corse? Oui, non. Non. Eh non. Pour l'État français, non. C'est-à-dire que moi, bien sûr que je le suis, peuple corse. On ne va pas me l'enlever. 2000 ans, sans histoire, sans État. Hein, il y a eu des gens qui sont venus, comme dans tout, venir, voilà, les Génois, la France et autres, et depuis bien longtemps, venir en Corse, mais ils ont tenu la côte. Jamais on a centralisé un pouvoir sur la Corse. Jamais. La Sicile, oui, toutes les autres îles de Méditerranée, la Corse, jamais. Donc le peuple y est. Et la France, dans l'idée d'une souveraineté une et absolue, ne reconnaît aucun habitant citoyen autre que le peuple français. Donc il y a un seul peuple, même pour les gens qui habitent en Guyane, même ceux qui habitent partout ailleurs. Et donc, la question, elle est fondamentale de revendiquer un peuple. C'est de revendiquer un monde. Nous avons une histoire qui ne dépend pas de vous, les pouvoirs publics, de vous, les États. On a une histoire de peuple, on a une histoire d'humanité, et on a une histoire avec les milieux de vie. Et très souvent, vous savez que ces lieux de vie ont été les lieux de résistance qui ont permis, effectivement, ce qu'on appelle les maquis. Hein, donc, la plupart des lieux aussi en France, partout en France, et bien en dehors de l'Hexagone, ce sont des lieux qui ont effectivement été soit dans les montagnes, soit dans les forêts, pour être des maquisards et se réinventer. Que ce soit du marronnage, ou que ce soit le maquis antifasciste, ou que ce soit dans le Vercors. Et c'est là où se réalise, où se remotive un peuple. Hein. Donc, quelque part, il faut remotiver les lieux, les histoires, elles ne sont pas toutes faites. Si par contre, on va dans des processus identitaires, nationalistes, donc vous voyez bien que je condamne le nationalisme, puisque c'est des corps qui appartiennent à autre chose qu'à moi, puisque l'État, vous savez, est fait pour être contre son peuple. Vous savez qu'on peut donner un sujet moral et de droit à l'État, le peuple n'a pas le droit d'être sujet. Il faut quand même le faire.
n'est pas un sujet. C'est aussi simple que ça. L'État, oui, une multinationale a le droit d'être un sujet moral, le peuple pas. Voilà. Et donc là aussi, c'est quoi un peuple? Ben, il faut aussi caractériser le fait que dans le cadre du juridico-politique moderne et vespalien, donc de la grande souveraineté pour lequel on fait des guerres, eh bien nous ne sommes pas les peuples. Et là j'en reviens peut-être à quelque chose effectivement qui est qu'est-ce que c'est donc que faire diplomatie? Parce qu'il faut remettre ce jeu. La diplomatie depuis le traité vespalien, c'est-à-dire en gros il faut des États forts qui ont une frontière forte et sur lequel ils ont une totale légitimité à mener de la police, ce qu'on appelle de la force, pour tout simplement contraindre un peuple à vivre ensemble. Parce que c'est ça. Il fallait quand même attendre un petit peu Rousseau pour essayer de dire, bah non, le peuple il peut peut-être éviter, bon, il faut quand même de l'État. Qu'est-ce que c'est la diplomatie dans ce cadre-là moderne? Ben, vous savez que le diplomate, c'est quoi? C'est le représentant de l'État dont l'État repose sur une politique, et cette politique repose sur la guerre. Hein, vous savez la fameuse formule de la guerre est la poursuite du politique, ou le politique est la poursuite de la guerre. On le voit bien aujourd'hui dans les États-nations et les États où on veut prendre, confisquer au peuple ces terres. Et donc aujourd'hui, diplomatie, ça veut simplement dire être un représentant d'une guerre en cours. Et on va essayer d'apaiser les conflits. Mais on suppose la guerre. On a donc, nous, imaginé, effectivement, dans le livre, une autre terminologie. La terminologie, effectivement, guerrière des États-nations, c'est le polémos. C'est le mot grec, des conflits où on mène des guerres, où l'autre est un ennemi juré, qu'il faut, si on peut, abattre. Donc on est dans les logiques amis-ennemis, où on est dans les logiques de représentation des assemblées, parti de droite, parti de gauche, et au fond, toutes les places sont installées. C'est donc de l'idéologie. Bien sûr que là où on ne vit pas cette idéologie. Quand on veut lier à l'eau, ben, on n'a plus les mêmes rapports d'intérêt à l'eau. Sauf si priment les intérêts, par exemple, de la FNSEA à capturer l'eau pour une agro-industrie. Ou pour la politique d'État de l'énergie industrielle, pour aller capter l'eau, pour faire de l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, il faut donc imaginer une autre diplomatie, qui est une diplomatie qu'on appelle agonistique, c'est l'autre mot qu'on a en grec. Agone, c'est une autre scène, mais au lieu que, par exemple, entre Franck et moi, nous sommes deux ennemis jurés, et donc il faudra savoir qui va être le représentant, c'est-à-dire le souverain, eh bien, en fait, c'est la scène du théâtre où, vous savez, il y a le protagoniste, et quand je enlève ma voix, je le mets en... Il peut, s'il prend la voix, d'antagoniste, c'est-à-dire d'arrière-scène, il peut redevenir en scène. Comment faire donc pour que les rapports de force ne soient pas installés et codifiés dans un jeu de lobbying et d'installer les rapports de force dont les agences de l'eau, on voit bien que même si elles ont été démocratiques, au fond, les enjeux de rapports de force et de pouvoir sont installés, donc on est cuit pour l'instant, d'où l'intérêt de faire autre chose. Mais justement, cette scène, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, quand effectivement, on voit bien aujourd'hui la folie de ce qui se passe avec la question agricole, on sait très bien que sans eau, de toute façon, on va crever. Donc, elles soient soumises aux pesticides, vous savez tous les problèmes d'eau embouteillée, là, dont on sait qu'elles ont été traitées avec des choses affreuses. Vous savez que, ah oui, on mange notre sang, met en circuit toutes les semaines une carte bleue. On a ça de plastique dans le corps sans cesse. Hein, donc on est plastifié. Alors sans être trop glauque, vous savez que les gens maintenant qui sont mis sous terre, on ne sait pas comment faire avec ces corps parce qu'ils n'arrivent plus à se décomposer tellement on est plastifié. On est vraiment. C'est pas vrai. On est plastifié, le corps ne se désagrège pas. On vend le compost, on ne sait plus notre corps, on ne peut plus se composter. On a du titane, on a du plastique. Et donc ça veut dire que là, notre corps, là, ça veut dire que notre corps, et là on vient sur la question, hein, quel corps avons-nous? Donc le corps de la modernité, c'est un corps effectivement fabriqué pour être fort, pour être dur, pour être masculin, pour être
l'homme de combat. Donc aujourd'hui, là aussi, non seulement les pays du Sud nous apprennent à aller voir la terre-mère, ils nous apprennent à ce que les corps sont plus des corps à violer et à labourer, patriarcal, et puis bien sûr plus des corps modernes où il faut confisquer les terres de subsistance pour la pratique capitaliste. Donc aujourd'hui, effectivement, quand nous on revendique des corps territoires, c'est-à-dire depuis les femmes d'Amérique du Sud, c'est qu'elles ont un tout autre corps. Elles ont un corps partagé, avec des identités partagées. Hein, vous savez ça, la plupart des pays autres qu'occidentaux ont tous une identité partagée. Tous. Ils partagent leur identité avec un totem, avec l'igname, quand on est en Kaneki. Vous savez qu'il y a un igname qu'on mange et un igname qu'on berce. On fait des rites de berceuse avec certains ignames, on les mange. Parce que tout simplement, c'est elle qui m'a fait naître. La plupart des choses que l'on mange ou avec lesquelles on se nourrit de poissons sont bien plus anciens que nous, homo, je sais pas quoi, homo diplomate. Et donc, il faut revenir avec des corps, et donc cette diplomatie, c'est justement faire que ce qui nous semblait auparavant étranger redevienne, vous savez, c'est ça, hostess, hein, hostis, hospitalité. Hospitalité, c'est celui qui est l'autre, l'autre, c'est celui qui reçoit ou qui est reçu. Et donc, c'est ça, c'est à chaque fois, quand je suis lié à l'eau, c'est l'eau qui prend la première place. Donc, je suis reçu par l'eau. C'est pas moi qui impose une relation propriétaire à l'eau. Comment on fait? Et effectivement, comme les Clalam, avec la rivière Eloi, c'est-à-dire comment on fait pour que ces peuples saumons, comme ils s'appellent, redeviennent une identité partagée, c'est-à-dire ils confectionnent, ils se pensent saumon, ils se vivent saumon, et ils aident à avoir une continuité écologique. Mais la continuité écologique, c'est pas simplement de la gestion d'État, c'est une manière d'être. C'est pour ça que quand vous avez des scolaires qui vous disent une ethnogénèse est mon avenir à la ZAD, c'est pas des grands-parents, mais ils ont la culture de la coutume de garder des liens animiques. Ils vivent le corps du bocage à 5 degrés, allez-y, c'est humide, c'est froid, en plus les CRS vous tapent dessus la nuit pour mettre le stress, c'est intenable. Eh bien, ils ont vécu ça. Le triton n'est pas simplement une espèce à protéger, ils le côtoient, ils deviennent une assemblée, ils parlent leurs cohabitants. Et vous savez que la particule transgenre Camille a été faite pour que personne ne vous assigne qui vous êtes. Donc tout le monde s'appelait Camille. Donc c'est ce qu'on a dit dans l'ouvrage, on met une personne animique, une personne terrestre, parce que tous ceux qui ont pu vivre à la ZAD ont été humains, Camille, autres qu'humains triton, dans un milieu vide qu'est le bocage. C'est ça une personne terrestre. Donc vous êtes chimère. Et bien en fait, on est toujours chimère. Quand je vous dis ligérien, je suis chimère avec la noire. Et puis, plus on parle des choses, plus les choses arrivent. Dans la grande remontée, vous savez quoi, ce que j'ai appris, je ne savais pas. Non seulement il y avait Chalonne, puis à 5 km de chez moi, là, il y a les gens de la Rabouilleuse. Les gens de la Rabouilleuse, c'est qu'ils font le bateau, ils font la découverte. Ils m'ont appris qu'il y avait une chapelle païenne vers 2-3e siècle après Jésus-Christ, au sein même de la Loire. C'est-à-dire qu'il y avait des cultes païens dans la Loire. Et vous savez encore quoi, ce que j'ai appris? 2 déesses des eaux ont été découvertes, là, récemment, autour de Tours. Une, probablement, autour de la déesse Cybèle, donc de la terre-mère pré-romaine, et l'autre, je ne sais pas trop, je sais pas trop. En tout cas, sachez que plus vous voulez savoir d'où vient votre peuple, plus le peuple émerge. Voilà, parce que je voulais qu'on passe à la deuxième partie sur, justement, on en a un peu parlé, mais sur la personnalisation des fleuves. Et donc, tu écris, David, par exemple, que l'eau, c'est ce qui matérialise le lien vivant et non un contrat qui est humain, ce qui est déterminant. Alors, là encore, dans le livre sur le Parlement de Loire, Lefebvre qui voulait écrire, dans la communication de Sacha Bourgeois-Gironde, qui est un juriste, il montre que la personnalisation des éléments naturels, et en l'occurrence une rivière, vient heurter et transformer la théorie des biens communs, puisqu'on ne gère plus une ressource, et même on ne la préserve pas, en limitant et en réglement les usages qui lui sont associés pour atteindre une gestion optimale du commun. Ça, c'est un peu la théorie des biens communs. On peut dire qu'il y a un changement de contrat, toujours Sacha qui parle, on négocie avec une entité naturelle
doué d'une capacité juridique propre, d'une voix, d'une représentation. On pense bien sûr à la personnalité juridique accordée à la lagune du Mar Menor en Espagne ou du fleuve Wanganui, qui depuis 2017 n'est plus un bien, mais une personne. Elle n'est donc plus commune, puisque d'une certaine façon, elle se possède elle-même. Alors comment voyez-vous cette possibilité pour le Rhône ou la Rille de devenir sujet de droit en ayant chacun pouvant être représenté par une interface humaine pour chacun? Alors peut-être effectivement pour répondre, à la base, pour effectivement ouvrir la question du Parlement de Loire, c'était la possibilité de représenter des autres humains dans un Parlement, donc normalement c'était 60% de personnes qui devaient représenter des autres humains, pour mettre en minorité la part humaine anthropocentrée, et puis il y avait l'enjeu effectivement de personnaliser Loire. Et je ne sais pas si vous savez, mais justement, on est à la bourre. On n'a pas encore, nous, sur Loire, mis en place un texte permettant cela. Alors pourquoi? Parce que justement, il y a, on va dire, deux possibilités d'entrée pour donner à ce milieu ce caractère vivant, ce caractère sujet. La première qui semble effectivement la plus, celle qui a été la plus mise en avant, c'est la personnalisation juridique. Mais c'est là où on fait une différence entre ce qui s'est passé en Équateur et ce qui s'est passé en Bolivie. En Équateur, pour justement essayer que le capitalisme ou l'État qui nationalise et fait de la plantation et rase tout, l'idée ça a été justement de sauvegarder en utilisant l'usage du droit et plutôt sur la question du droit occidental. On a essayé de le mettre en scène. Ce qui nous intéressait nous en Bolivie, c'est que c'est pas exactement ça qui s'est passé. Comme pour les Maoris de Wanganui, c'est un long processus d'émancipation politique. Des gens qui n'ont plus les moyens de leur subsistance pour vivre là où ils sont, et dont on a enlevé la capacité même d'être peuple. Et donc c'est 130 ans de combat pour les Maoris, et ça a été pour les Boliviens la même chose. Et donc nous on différencie dans le livre soit l'accès à la personnalisation juridique, et on reste encore dans la conception du droit occidental, donc on est encore dans ce qu'on pourrait appeler l'épistémologie du Nord, donc des dominants, ceux qui ont colonisé, mais ça peut être aussi une manière de freiner la colonisation à l'intérieur. Par contre, la personnification cosmopolitique vient des Suds, vient effectivement des Amériques, vient d'Océanie et en partie d'Afrique. Cela revendique justement un comportement d'habitants, et c'est plutôt des luttes politiques, de réhabilitation et de sauvegarder des mondes. Comme on sauvegarde les langues, vous savez, on en avait 15 000, il va peut-être ne nous en rester plus rien. Très souvent, on dit effectivement une langue c'est un monde. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est des habitus incarnés, c'est une manière d'être parlée par ses ancêtres. J'ai beaucoup aimé faire de la poésie moderne, j'en ai fait. Mais maintenant, je préfère effectivement me laisser porter par des voix ancestrales. Ça me permet de réinscrire le langage dans des langages autres qu'humains, dans des langages ancestraux. Et auparavant, je faisais moi de la performance comme ça dans des murs, je ne peux plus, j'y arrive plus. Je le fais donc, là par exemple en 2023, je l'ai fait en pleine île, sur la Loire, dans le lit de la Loire. S'il y a une crue, je fais autrement, mais en tout cas, je fais avec les éléments qui m'entourent. Et donc, deux possibilités. Et c'est vrai que, justement, on a freiné un petit peu, au Parlement de Loire, d'aller trop vite sur la personnalisation juridique. Mais elle est en train d'être écrite. Ça se fait. Mais avec de la réflexion. Parce que justement, quand on va voir effectivement ce qui se passe en Guyane et tout ça, on se dit, et s'il n'y a pas effectivement un peuple et d'autres manières, eh bien, et que surtout on veut un peuple qui soit gardien et garant, ben des fois le droit, vous savez, le droit des femmes, ça se saurait s'il avait été garanti, s'il était encore garanti, si les femmes elles-mêmes ne se mettent pas à faire ce qu'il faut pour garantir ses propres droits. Ben, c'est pareil pour les milieux. Et donc c'est vrai qu'on a besoin de faire les deux, et donc on est en train de l'écrire, et pour tout vous dire, voilà, ce qu'on est en train de cheminer au Parlement de Loire, c'est l'écriture quand même de ça, de la possibilité d'une personnalisation juridique, mais aussi une association des autres humains, une asso,
une institution associative où c'est les autres qu'humains qui auront le droit de parole. Il va falloir qu'on se débrouille pour être des faces humaines des autres qu'humains, et inversement, peut-être que justement les autres qu'humains nous parlent avec leur face humaine. C'est-à-dire un langage commun. Et puis, une troisième chose aussi qu'avec Sophie, là, elle met en route avec Mission d'Anne-le-Loire, c'est imaginer une école-territoire. Dans le cadre républicain, oui, le cadre républicain étatique, c'est l'espace est administré, nos régions pourtant elles portent tous le nom des rivières, et c'est une administration. Et on fait des écoles qui, soi-disant, se ressemblent, les mêmes, alors que les territoires n'ont rien à voir, les communautés n'ont rien à voir, les peuples n'ont rien à voir. Et donc l'idée, c'est comment faire pour que ce soit les territoires eux-mêmes qui fassent école. Qu'est-ce qui fait que c'est les territoires qui réclament, qui fassent voix? Et comment nous, on est porteurs de ces voix? Donc aujourd'hui, c'est imaginer des écoles-territoires. En termes, nous, c'est le territoire qui fait école. Et ça, Sophie a lancé aussi, depuis 2 ans, des reprises de savoir. Donc depuis 2 ans, une vingtaine de collectifs partout en France, sur 3-4 mois, revendiquent une recherche collective commune sur au moins une semaine, avec une 50aine de personnes pour dire de quoi est fait ce territoire, quel est ce commun, quelle est cette eau. Et on réfléchit ensemble et on construit ensemble, et c'est le territoire qui fait école. Ça, c'est un truc qui est vraiment important. Donc aujourd'hui, les suites du Parlement de Loire, c'est ça, la possibilité de penser une personnalité juridique, mais en accordant véritablement, ou en tout cas en essayant de freiner l'idée que seul le droit occidental serait le garant. On a besoin aussi des représentations qui viennent du Sud, et c'est pour ça que de commencer aussi à accepter que dans nos démocraties modernes commencent à s'incruster des mots d'autres peuples, comme corps territoire, comme point de vivre, comme terre-mère. Là, ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à procéder, à gouverner la terre. Les autres vont aussi collaborer avec nous, ils vont nous donner leurs mots, leur manière de procéder. Alors bien sûr les Africains aussi, mais bien d'autres, ou la manière de faire 1000 km de pistes chez les aborigènes. Bon, alors, il y a les chemins de Compostelle, mais vous voyez, il y a plein de pratiques de territorial à inventer pour que ce soit le territoire qui vous fasse devenir habitant d'un milieu. Donc, on l'a dit, à tout moment, un peuple peut inventer dans le dos de l'État une institution interspécifique, des instances politiques qui échappent aux politiques. Tu dis, David, que, je mets les guillemets, créer une telle institution, c'est nommer des corps territoires collectifs. Ce serait que chacun, depuis là où il habite, participe d'une communauté dont les valeurs communes, physiques, sociales et métaphysiques sont partagées dans le temps. Dans la condition terrestre, habiter la Terre en commun, David et Sophie, vous traitez des nouveaux processus institutionnels multispécifiques mis en œuvre par les citoyens et communautés d'habitants pour se réapproprier leur milieu de vie. Vous proposez de redessiner l'espace politique en faisant émerger et en rendant visible d'autres manières de faire communauté avec et depuis les territoires de vie à partir des conséquences de la catastrophe écologique. Comment donner naissance à de nouvelles institutions dédiées aux fleuves et rivières qui soient en phase avec la condition terrestre? On l'a un peu dit, hein, c'est aussi parler des assemblées des usages, par exemple. Tourangeau et que le Parlement de Loire est né à 500 mètres d'où j'habite. Donc dès le début, j'étais en processus, mais plutôt à l'arrière, mais j'ai suivi. Depuis 2021, je le suis dedans. Et c'est vrai que des questions assez récurrentes viennent et on sent qu'on bute dessus. Donc, la représentation, par exemple. Un contrat, c'est pouvoir dire qui est représentant de quoi. Et ça, c'est vrai qu'on bute dessus. Et je pense pourtant, par rapport à ce qu'on a dit, que d'anciennes traditions, ou même des traditions encore qui sont les nôtres, mais pas forcément dans le Nord, même si, on a des moyens justement de comment repenser les dialogues interspécifiques sans que le dialogue ne repose sur la parole de contractualisation comme ça. Et comme c'est vrai que tu dis tout à l'heure, l'eau, elle circule en nous, comme l'air, et les premières paroles, c'est celle-ci en fait. Comment faire pour qu'au fond, on réapprenne à avoir des institutions qui ne soient pas avec ça. Et donc là,
ce qu'on a initié, puisque j'ai fait 2 ans effectivement à Genève, dans un lieu de résidence qui s'appelle Utopiana, entre art, pensée et écologie. Effectivement, c'est un lieu pour moi énorme de représentation. C'est le lieu, vous savez, avec New York, où ils ont refait la gouvernance mondiale en 1945. New York et Genève. On a repensé l'ONU, on a repensé la gouvernance internationale des États, mais depuis une nouvelle donne, qui est le capitalisme néolibéral. Alors bien sûr, il y a l'ONU où on peut lier la diplomatie, mais c'est une diplomatie anthropocentrée. Et où on sait très bien que c'est la question des moyens de financement qui crée ma manière de faire politique. Donc là, effectivement, au bout de 2 ans, je dis là, est-ce qu'on ne peut pas, à côté de ce centralisme anthropocentré à Genève, de faire de Genève une autre capitale écocentrée, et où c'est plus le centre des affaires politiques et économiques, mais c'est le Léman qui va devenir notre source d'inspiration politique, esthétique, sensible. Et j'aurais dit ça parce que le Léman, c'est le lieu d'eau le plus massif d'eau potable qu'on a en Europe. C'est le foyer de l'eau en Europe. Deuxième chose aussi, la Suisse est porteur des 4 plus grands basses, quasiment des 4 grands bassins versants européens, entre autres le Rhône, le Rhin, une partie de l'affluent du Pô et une partie de l'affluent du Danube. Donc on sait que les Suisses ont ce qu'on appelle sont les châteaux d'eau et peuvent plus ou moins avoir une conséquence d'interdépendance transnationale. Pile poil le Léman, il est partagé entre 2 instances de représentation nationale. Donc clairement, c'est les communs, transnationales, et c'est effectivement une diplomatie écocentrée à partir du Léman. Et donc c'est ce que le fascicule, le feuillet là, que je vous ai donné après ces 2 ans-là, justement on a fait qu'il y ait plusieurs collectifs à Genève pour qu'on puisse porter le projet à long terme et en lien avec des personnes effectivement liées à la France, liées à la Suisse, mais aussi avec des gens comme Roberto Eplé qui est fait de l'SOS Vivante et qui est un diplomate des eaux européennes et avec lequel justement on veut savoir toutes ces décisions pour que la question de l'eau devienne non pas simplement une gestion ou un commun, mais ce à partir de quoi on réhabite l'Europe. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai cru comprendre que vous cherchiez à faire renaître ou à faire naître une nouvelle idéologie. Par contre, je n'ai pas exactement saisi les leviers que vous aviez repérés, listés pour la déployer en fait. Parce que vous avez parlé de la naissance de nouvelles institutions, mais dans l'état actuel, de manière opérationnelle, qu'est-ce qu'on a comme outil vraiment pour remplacer le modèle ou en tout cas l'idéologie existante? C'est une bonne question. En fait, bizarrement, c'est vrai qu'on est dans une situation où tout semble soi-disant se fermer, alors que c'est vrai que c'est assez récent tout ce qui nous arrive. C'est-à-dire de pouvoir mettre ça en chantier. C'est des choses qui sont arrivées dans les années 60, plutôt avec la tentative de libération ou marxiste ou nationaliste, qui a été un flop. Et en fait, derrière, ça a été effectivement les luttes autochtones ou pour la question de l'écologie, qui a permis de redessiner une autre carte des luttes d'émancipation. Et entre autres, aujourd'hui, effectivement, les luttes féministes sont liées beaucoup avec les luttes écologistes ou les luttes autochtones, ce qu'on appelle écoféminisme ou autochtone, dans le sens où, effectivement, on voit qui est celui qui a assigné à ne pas être un agent actif dans l'espace ou politique ou naturel. Donc ça c'est vrai, c'est donc dans les années 2000 où véritablement quelque chose s'est accéléré parce que tout simplement, fin de l'idéologie des États-nations dans les années 70-80, mur de Berlin qui s'effondre, dans les années 2000, il n'y a plus d'idéologie forte dans le sens où les États-nations s'effondrent, on le voit bien, mais pour que les choses s'effondrent, très souvent, il y a une politique des fois de la terre brûlée, donc aujourd'hui, il y a un capitalisme outrancier, puisqu'effectivement, le faire société n'est plus un baromètre. Et donc aujourd'hui, ce qui est dur, c'est qu'effectivement, ce qui doit être régénéré, c'est quelque chose qui ne s'appuie plus sur le fantasme de faire société,
qui était au fond, que ce soit de droite ou de gauche, on voulait faire société. Depuis la société moderne, depuis les prérequis de la modernité, surtout pas les peuples du Sud ou tous ceux qui avaient d'autres coutumes. Et c'est vrai que ça revient. Et là, effectivement, il y a eu quelques jalons dont on a parlé, qui sont des luttes politiques qui ont pu être menées à bout, ou effectivement les processus de personnalisation juridique. Donc derrière, effectivement, les plus grands leviers qui ont été, c'est la question de personnaliser soit des communs, une forêt, et puis jusqu'au milieu de vie. Et là, on ne sait même plus exactement le nombre de kilomètres, puisque par exemple sur le Ganawi, ça peut être 300-400 km, c'est pas simplement... Et donc dans ta question, c'est qu'effectivement les choses aujourd'hui évoluent énormément. Le Parlement de Loire, c'était la première tentative en Europe, 2019, c'était hier. Donc il y a les assos d'élus de peuple, les assos de quartier, et une personne qui est conseiller régional à la région centre, qui justement veut mettre en place des tels parlements pour donner de la crédibilité aux habitants et pour mettre une pression sur les institutions existantes. Donc ça, là, il y a une possibilité de faire une articulation avec le politique. Le Parlement de Loire, par contre, là, c'est vraiment un esprit culturel, transversal, universitaire, et du pop, et des gens qui sont effectivement dans la navigation. Et là, on est plutôt indépendant. Et par contre, c'est vrai que ce qui s'est passé, par exemple, vous savez, depuis 69, la Loire, on ne peut plus nager dedans. C'est interdit. Avec un drame. Eh bien, les urbanistes sont venus plutôt vers le Parlement de Loire en disant, mais au fond, vous qui êtes dans l'eau, comment vous devez penser cette relation à l'eau, à nos usages? Et donc, ça veut dire aussi que les nouveaux interlocuteurs peuvent être des habitants comme vous. Il y a aussi des gens plus militants dans la Creuse, eux, ils ont appelé ça un syndicat de la montagne. On n'est plus dans le syndicat lié à une industrie, c'est vous êtes les syndicats avec tous ceux qui font le milieu. Donc vous êtes syndicats avec les forêts, chaque année, les forêts, les eaux, la ligne grand. Et donc là, c'est vraiment une tentative autonome sur 3 départements de mener des luttes de terrain pour défendre leur territoire et appeler à justement avoir une préoccupation réhabilitante, mais militante. Donc là, c'est vraiment sans institution. Ça compose avec des éléments culturels, mais pas tant que ça. Mais c'est vraiment donc. Et puis, effectivement, il y a des institutions un petit peu plus fortes, soit effectivement d'aller demander à la personnalité juridique, qui peut être plus ou moins reconnue. Là, par exemple, lié au Parlement de Loire, il va y avoir un député de Tours qui va faire une journée au Parlement réel, au Parlement juste à côté, là, pour voir la question de l'eau. Donc là, on va essayer de mettre dans le champ politique traditionnel des questions comme celle-ci, auxquelles ils sont encore peu à l'écoute. Donc ça peut rentrer dans le champ directement du politique, du juridique, associatif, militante, et un couplage politique et habitant. Donc ça fait quand même plusieurs possibilités. Et enfin, celui que là je mets en place à Genève, effectivement avec plusieurs collectifs et des fondations, de vouloir effectivement essayer de penser des dialogues interspécifiques, transnationales, pour voir, parce qu'on sait bien que l'eau va être un enjeu majeur, probablement va être... Et donc là, on a une manière de dire, c'est vrai qu'on a fait une assise entre, par exemple, la personne qui est dans l'Utopiana et aussi siège au conseil municipal de Genève. Donc elle est déjà dans une relation aussi, une partie dans le monde politique, une partie dans le monde artistique et habitante, et on fait justement cette nouvelle institution pour nouer les choses qui pour l'instant se tournent le dos. Et surtout montrer à des grandes institutions qui n'ont que l'horizon plutôt pécuniaire et de gestion, de dire on est là, et nous aussi on peut élaborer de nouvelles choses. Plus largement, c'est effectivement ce qu'on appelle nous de la culture de bassin versant, c'est-à-dire la culture qui parle du territoire. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus entendu sur les cultures sociales ou sociétales, mais qui parle du territoire avec ses enjeux effectivement de coutume, de rapport à la terre, de refermer des pratiques de médecine qui étaient oubliées. Et là, c'est des chantiers à mener. Voilà. Et donc ça peut être tous ces leviers-là, pour l'instant activés depuis 4-5 ans, c'est jeune.
ça sème un peu partout. Là où on se rend compte que les récits performent, en tout cas déplacent certaines choses, c'est quand ça commence aussi à inquiéter le politique, à inquiéter son voisin, à dire mais ah bon, mais t'as ce corps-là et tu le mets dans un autre registre. Et effectivement, cette inquiétude est souvent le signe que ce récit ou cette manière de mettre en œuvre commence à inquiéter. Alors après, les inquiétudes, ça peut être des choses dont on a parlé plutôt militantes citoyennes. On a vu aussi par rapport aux bassines ce qui s'est passé. Quand l'État s'inquiète, ils mettent les moyens. On sait les soulèvements de la terre, et il y en a partout en France. Donc on a plusieurs moyens d'action, et effectivement, les pouvoirs le savent et nous disent « Oh là, vous allez trop vite ». Donc c'est pour ça que c'est depuis peu en fait qu'on invente autant de choses. La ZAD, ça fait 10 ans, et depuis 10 ans, l'invention est énorme. Comme je pense que vraiment le mot poétique, c'est ça, hein. C'est une invention permanente des territoires de vie. Et ce que n'aime pas l'État, c'est sa domination même. Un État, c'est de rester un État. Et il ne veut pas que les choses bougent, ils ne veulent pas les métamorphoses, ils veulent t'assigner. Qui es-tu? De quelle nationalité? De quelle espèce? De quelle forme? De quel genre? Si tu ne réponds pas à cette injonction, c'est une inquiétude. Souvent, c'est qu'il se passe quelque chose, il y a un déplacement. Et aujourd'hui, il y a une inquiétude à avoir, c'est de se dire en face, ils n'acceptent pas les changements qui sont en cours, très profonds, parce qu'ils ont des intérêts, mais parce que leur inquiétude montre à quel point nos inventions poétiques